On en attendait 3, et ce fut M. Khrouchtchev qui arriva le premier, avec 24 heures d'avance. Le premier personnage de l'URSS souriait aux troupes, souriait au bouquet, mais M. Khrouchtchev était mécontent. Il venait, à Moscou, de dévoiler devant les débris d'un avion l'affaire de l'U-2 américain abattu à 2000 km à l'intérieur des frontières russes. Il en avait offert la vue au public, commenté l'objet du raid et son itinéraire, exposé les preuves retrouvées, l'arsenal du pilote, de la seringue hypodermique prévue pour le suicide, au pistolet à silencieux. Et, témoignage absolu, la photo de Powers, agent double ou pilote malchanceux. Cependant, le chancelier Adenauer, arrivé en même temps que lui, allait s'entretenir avec le président de Gaulle des possibles rebondissements de ce problème aussi crucial qu'insoluble pour l'instant, le problème allemand dont la conférence aurait à discuter. Le président Eisenhower arrivait, les oreilles bourdonnantes peut-être des signaux incompréhensibles du dernier né des Spoutniks russes, lancé depuis quelques heures et roulant sans faiblesse sur son orbite. Petit ballet de rencontres préalables, De Gaulle-Eisenhower, De Gaulle-Macmillan. Un public plein de sympathie et des curieux professionnels bardés d'appareils guettaient le moindre détail de cette réunion historique. Mais M. Khrouchtchev devait bouleverser et les horaires et les pronostics. L'affaire de l'avion espion empoisonnait la conférence. Elle devenait un duel USA-URSS. Et c'est sur ce départ lourd de suspense que s'achevaient les 3 premières heures de la rencontre au sommet, dans la plus parfaite incertitude du lendemain. Jour J à Saint-Nazaire. Sur la cale où naquit jadis le Normandie, s'abattent les derniers accords autour du plus beau paquebot, le France. En présence du chef de l'État, Madame de Gaulle va donner le signal traditionnel du lancement. Glissant à la vitesse de 35 km/h sur 40 tonnes de graisse, le super paquebot, long de 315 mètres, a pris contact avec la mer. Et ce contact, d'une masse de 33 000 tonnes, le navire en jaugera 55 000 avec ses superstructures, ne devait pas passer inaperçu sur le rivage. Dans le bruit des paquets de chaînes destinés à freiner sa course, voici donc lancé le nouveau paquebot auquel la France, avec le général de Gaulle, a fixé pour mission de la représenter sur l'océan. Capable de transporter 2000 passagers dès 1962, il sera à la fois le plus grand et le plus confortable des transatlantiques modernes. Depuis 15 ans, l'industrie houillère française n'a cessé de progresser. Les progrès techniques en particulier ont permis au charbonnage de suivre le rythme imposé par les besoins modernes. C'est ainsi que cette espèce de robot a mis fin à l'étayage classique. Il s'agit d'un bâti composé d'étançons et de rallonges qui se déplacent d'eux-mêmes sous l'action de vérins hydrauliques. Il suffit de tourner un robinet d'air comprimé pour le faire avancer selon les besoins. Simplification du travail au fond. Ce soutènement marchand ouvre une nouvelle et importante étape de la modernisation des houillères. Le festival de Cannes, qui s'achève en beauté, a battu le rappel des vedettes. Gilbert Bécaud, Félix Marten et Perrette Pradier, Michel Simon et Dany Saval, au milieu de 75 starlettes de tout style, fêtaient la Dolce Vita, dont les vedettes Magali Noël et Nadia Gray, Federico Fellini, le réalisateur, accompagné de Mastroianni et d'Anouk Aimé. La plus belle nuit du festival. Belle nuit qui ne s'est pas arrêtée au spectacle, puisqu'aussitôt après, l'Assemblée s'en allait joyeusement au spaghetti, naturellement, le triomphe du film. Cependant que le jury, présidé par Georges Simenon, commençait à élaborer le futur palmarès. Car c'est tout cela, le festival, des vedettes qui sourient un peu,
et un jury qui travaille beaucoup. Petit drame de famille au Japon. De famille ou presque, car il s'agit de deux centrales syndicales rivales. Une grève de mineurs a donné lieu aux manifestations classiques, c'est-à-dire à ces défilés aux pas gymnastiques, qui sont l'une des révélations sociales de l'Empire du Soleil Levant. Mais les deux cortèges s'étant rencontrés, on en vint des deux côtés, d'abord au mot, puis au coup. Et là, les images parlent d'elles-mêmes. « 2000 policiers envoyés pour rétablir l'ordre se contentèrent de ramasser les débris. » En faisant surface au large du Delaware, le Triton, qui est le plus grand sous-marin du monde, venait d'accomplir un exploit sans précédent. À bord du submersible atomique américain, 83 hommes ont fait en plongée le tour du monde, en suivant le trajet que Magellan avait suivi avec ses caravelles 440 ans plus tôt, mais le Triton ne mit que 84 jours, alors qu'il avait fallu plus de 3 ans à Magellan pour boucler la boucle. À peine le Triton avait-il fait surface qu'un hélicoptère enlevait littéralement le commandant du sous-marin. Au demeurant, il ne s'agissait pas d'un rapt particulièrement audacieux, mais d'une initiative de la Maison-Blanche, où le président des États-Unis n'avait pas voulu perdre une minute pour récompenser le capitaine Edward Beach, son ancien conseiller naval. Médaille présidentielle et félicitations conjugales. Pendant ce temps, à New London, les membres de l'équipage retrouvaient leur famille. 8 d'entre eux apprenaient qu'ils étaient devenus pères. 84 jours d'absence, que voulez-vous, ça compte. Au générique du film à suspense de Colombe, le prince Régnier, supporter détendu de l'AS Monaco, la princesse Grace et monsieur Antoine Pinel, ancien ministre des Finances, supporter très décontracté lui aussi de l'AS Saint-Étienne, avant le deuxième acte de la finale de la Coupe de France. Le deuxième acte a débuté. Saint-Étienne, maillot foncé, qui a fourni jusqu'à présent le meilleur football, attaque par René Ferrier. Petit ballet de l'avant-centre Liron qui donne le frisson à son Altesse Sérénissime. Plus massifs, plus lourdes sont les contre-attaques de Monaco. Voici les demi et les avants monégasques en action. Le sort de la partie semble se jouer sur cette attaque. Est, l'ailier droit numéro 7 et Ludo, le demi-droit numéro 4, débordent tous leurs adversaires. Non, il en restait un, le gardien de but Claude Abe. Et Saint-Étienne reprend le contrôle du jeu, un jeu beaucoup plus lié, plus élégant que celui des Monégasques. Finalement, c'est Saint-Étienne qui prend l'avantage au bon moment. Saint-Étienne va gagner, il reste 5 minutes à jouer. L'ancien ministre des Finances marque un point sur la famille princière de Monaco, mais la princesse Grace, qui a déjà joué sous la direction d'Alfred Hitchcock, n'est pas inquiète, elle attend un rebondissement. Elle avait raison, but pour Monaco. Tout est remis en question. Prolongation. Difficile à supporter quand on est nerveux. Saint-Étienne donne des signes de lassitude. Les spectateurs aussi. Troisième but pour Monaco qui revient de loin. Joie dans le camp monégasque, fatigue d'un supporter qui commence à trouver le temps long. Et voilà, 4-2. C'était bien cela le suspense. Les beaux yeux de la princesse Grace valaient bien ce petit coup du destin. Monaco a gagné la Coupe de France que M. Roger Frey remet à Raymond Cahelbel.